Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de pousse-pousse, de rickshaw et de tuk-tuk. On va parler de leur histoire, de leur évolution pour finalement s'intéresser à leurs usages contemporains. Et cette fois je suis partie prenante de cette histoire puisque je suis actuellement rickshawala comme on dit en Inde et guia y conductor de tuk-tuk comme on dit à Madrid. Et pour comprendre comment on en est arrivé au tuk-tuk électrique des villes touristiques d'aujourd'hui, on doit remonter à l'invention du pousse-pousse. L'évolution va se faire en 3 étapes. Tracté par un humain, poussé par un vélo et plus tard propulsé par un moteur. Et l'invention du pousse-pousse, elle, est sujette à caution revendiquée par plusieurs pays. D'abord, on a un récit du voyageur hollandais Arnoldus Montanus qui décrit l'arrivée de l'impératrice du Japon en 1669, assise dans une calèche poussée par un homme avec 2 bois qui se rejoignaient sur ses épaules. La gravure a été réalisée plus tard, ce n'est pas une observation directe, mais on est peut-être face à la première version du pousse-pousse. À peu près au même moment, en France, on utilise un petit carrosse tiré par un homme. On en a une représentation dans un tableau de 1707. Plus tard, un missionnaire américain, installé au Japon, a revendiqué la paternité de ce véhicule en 1869 pour permettre à sa femme handicapée de se déplacer dans les rues de Yokohama. Mais finalement, ce mode de transport est vraiment apparu en 1868 dans le Japon des Meiji, lorsque l'amélioration des routes a permis d'abandonner la chaise à porteur et rendu plus agréable l'usage du pousse-pousse. En quelques années, au Japon, il devient le mode de transport préféré des familles riches qui possèdent leur tireur attitré. Objet éminemment exotique, il va marquer les voyageurs européens qui ne l'appellent pas encore pousse-pousse. Dans son récit de voyage de 1882 de Barcelonnette au Mexique, le voyageur Émile Chabran utilise le mot jinrikisha quand il parle du pousse-pousse, un mot qu'il semble bien connaître. Plus tard, en 1885, Pierre Loti, lors d'une escale au Japon, visite le pays en jinrikisha, qu'il appelle souvent brouette dans son livre de 1889, Japonnerie d'automne. Et jinrikisha, c'est un mot japonais qu'Émile Chabran transcrit plus fidèlement que Pierre Loti. Il signifie littéralement véhicule à propulsion humaine. Rapidement, le pousse-pousse connaît un grand succès dans toute l'Asie, au Japon évidemment, mais aussi dans la Chine du XXe siècle. Le géohistorien Christian Grattalou nous dit qu'il est exporté dès 1873 dans la concession française de Shanghai. C'est lui qui va être immortalisé par Hergé dans un album où on voit Tintin utiliser ses pousse-pousse et défendre un conducteur maltraité par un Américain lors de l'occupation de Shanghai par les Occidentaux. Ce Gibbons utilise dans l'édition française le mot pousse-pousse pour désigner le véhicule, mais dans sa traduction en anglais, c'est le mot rickshaw qui est utilisé. Parce que c'est sous cette prononciation anglaise du mot jinrikisha qu'il va être connu en Asie anglophone et qu'il va s'imposer dans une partie du monde. C'est aussi sous ce mot rickshaw qu'il va être exporté à Singapour, mais surtout en Inde où il est arrivé au début du XXe siècle. En 1919, le Hackney Carriage Act légalise le transport de personnes en pousse-pousse à Calcutta, et c'est dans cette ville que le pousse-pousse va connaître sa plus grande longévité. Là où se déroulait l'histoire du film La Cité de la Joie, où l'acteur Om Puri incarnait un de ces travailleurs qui pousse et tire des pousse-pousse toute la journée, ces travailleurs que Dominique Lapierre appelait les hommes chevaux. C'est un des derniers endroits au monde où il existe encore, avec Madagascar, notamment à Antsirabe où il est appelé Possi Possi. Et au fil du temps, c'est le cyclopousse, le trichau qui va remplacer le pousse-pousse. Une évolution technique qui a rendu le transport des personnes un peu moins inhumain, mais pas beaucoup moins pénible. On ne connaît pas exactement son inventeur, mais certains voudraient que ce soit un Français de Cochinchine, Pierre-Maurice Coupeau, fabricant de vélos et de pousse-pousse installé à Phnom Penh au Cambodge, qui en serait à l'origine en 1935. Pourtant, un arrêté de la Cour a cassé la validité d'un brevet qu'il avait déposé dans une affaire de contrefaçon, puisqu'un adversaire avait réussi à prouver que ce type de véhicule était connu en Asie depuis avant 1935. Et dans l'imaginaire français hérité de la colonisation, le cyclopousse va être fortement associé à l'Indochine, comme il est associé dans l'imaginaire hollandais à l'Indonésie.
À Java, on l'appelle beca, un mot qui vient du chinois Hokkien signifiant véhicule cheval et qui rappelle encore la pénibilité de ce travail. Cheval, c'est aussi le sens du mot zoulou ihashi qui désigne les pousse-pousse à Durban, en Afrique du Sud, où ils sont présents depuis le début du XXe siècle. Et depuis cette époque, les conducteurs sont parés d'ornements de tête qui font leur réputation actuelle. Suivant les régions, il va prendre des noms différents. On retrouve le mot français cyclo dans le khmer et le vietnamien cyclo, et en Thaï, il est connu sous le nom de samla, qui signifie trois roues. Il est intéressant de noter ici que c'est un nom de la grande famille linguistique thaï qui a été retenu, et non un mot d'origine indienne, comme le mot thaï actuel chakrayan qui a été créé pour désigner le vélo, un véhicule à roues. Mais dans tout le sous-continent indien, c'est le mot rickshaw qui va être retenu, pour désigner le pousse-pousse, le cyclo-pousse, et sa variante motorisée qu'on appelle en Inde auto-rickshaw, ou plus simplement auto. Et c'est de celui-là qu'on va maintenant voir l'histoire. Même si plusieurs tentatives ont pu voir le jour dans les années 30, c'est encore au Japon qu'on va voir apparaître le premier modèle d'une moto à 3 roues adaptée pour le transport de marchandises et de personnes. Ce triporteur motorisé va être mis au point à Hiroshima et ce sera lui qui fera connaître la marque Mazda. La légende, le storytelling de l'entreprise veut expliquer le nom de la firme comme une référence au nom de son président de l'époque, Shojiro Matsuda, et à Ahura Mazda, la principale divinité de la religion mazdéenne. Et cette dernière explication ressemble pas mal à une reconstruction a posteriori, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Le sujet, c'est la mise sur le marché du Mazda Go type DA, un véhicule qui va avoir tout de suite beaucoup de succès, utilisé pour le transport des marchandises, mais aussi à des fins militaires. C'est comme ça qu'on va le retrouver en Espagne, dès le début de la guerre civile, employé pour transporter les troupes nationalistes. On a une autre photo qui semble montrer des soldats républicains de la guerre d'Espagne, peut-être des anarchistes, sur un autre type de véhicule développé cette fois par la firme japonaise Kurogane, mais l'histoire ne nous dit pas comment il est arrivé entre leurs mains. L'entreprise Mazda, elle, va produire plusieurs autres modèles, dont certains seront même vendus aux États-Unis à la fin de la guerre, et Mazda se servira des restes de la ville d'Hiroshima pour en faire la promotion et signifier aux USA que le Japon était toujours dans la course. Mais c'est surtout en Thaïlande que le rickshaw motorisé japonais va être rendu célèbre. Au début des années 1960, après l'interdiction du samlor dans les rues de Bangkok, la firme japonaise Daihatsu va exporter une trentaine d'exemplaires de son modèle Midget, un modèle inspiré d'autres véhicules qui existaient déjà, qu'ils soient américains ou italiens. C'est ce modèle de rickshaw qu'on voit au début du dessin animé Mon voisin Totoro. En 1965, pour pallier à la pénurie de pièces de rechange en Thaïlande, des entrepreneurs thaïs vont faire évoluer le modèle. Ils vont le transformer, ajouter une capote pour protéger les passagers, changer le moteur pour le rendre plus puissant et customiser le véhicule pour qu'il prenne la forme qu'on lui connaît aujourd'hui. Sur ce film tourné à Bangkok en 1965, on voit que plusieurs modèles coexistent. On remarque par exemple un autre modèle de la marque Daihatsu, le modèle MP qu'on voit ici, celui qui est dominant à Ayutthaya ou à Phitsanulok. C'est ce que les Thaïs appellent aujourd'hui le tuk-tuk wakrop, qui veut dire le tuk-tuk à tête de grenouille. Mais à cette époque, les Thaïs appellent encore ce véhicule le samlan. On suppose que ce sont les étrangers qui, ayant du mal à retenir ce mot, l'ont transformé en tuk-tuk, peut-être pour imiter le bruit de son moteur. Et c'est ce tuk-tuk qui va populariser ce véhicule auprès des Occidentaux. Ailleurs, en Europe, l'Italie d'après-guerre avait commencé à produire des triporteurs bon marché pour faire face à une économie exsangue. La firme Innocenti Lambretta, fabricant de scooters, élabore un triporteur au début des années 60, le modèle Lombro qui sera exporté vers le Vietnam, utilisé pour le transport de marchandises, de personnes, mais là aussi pour un usage militaire. Mais avant ça, en 1946, la firme italienne Vespa, spécialisée dans la fabrication de scooters, va mettre au point le modèle Piaggio AP, un triporteur destiné au transport de marchandises et parfois adapté au transport de personnes.
10 ans après, il est exporté en Inde sous la forme d'un rickshaw, et pour éviter les droits de douane, en 1959, Piaggio s'associe à la firme Bajaj pour le produire directement en Inde. Là, le rickshaw motorisé va connaître un succès fulgurant, utilisé quotidiennement par des centaines de milliers de personnes, en Inde où il porte plusieurs noms, autorickshaw, auto, mais aussi Bajaj, du nom de son constructeur, Jamnalal Bajaj. Jusqu'en 1971, Piaggio et Bajaj seront associés et c'est là que désormais les triporteurs italiens seront fabriqués. Bajaj et Piaggio vont entrer dans des conflits judiciaires qui n'empêcheront pas la firme indienne d'exporter son autorickshaw dans différents pays d'Asie et d'Afrique. Et même s'il est reconnu comme un véhicule indien, ce rickshaw est bien un véhicule développé à l'origine par une firme italienne et qui possède un nom japonais. En tout cas, son nom générique, parce que le nom de la firme italienne Vespa, lui, signifie guêpe, tout comme AP signifie abeille, des noms choisis pour souligner, comme en taille, la ressemblance entre le bruit du moteur et celui du vol de ces insectes. Et aujourd'hui, les triporteurs italiens qu'on voit encore un peu partout dans le pays sont importés d'Inde, parfois assemblés en Italie pour respecter les normes européennes. D'autres fabricants d'Europe sont entrés sur le marché pour développer des modèles utilisés pour le transport des touristes, des tuk-tuk et des cyclopouses électriques qui battent le pavé des villes françaises, italiennes, portugaises, espagnoles ou autres, des cousins des tuk-tuk asiatiques et africains, tous héritiers de ces modèles antérieurs, japonais ou italiens. À Madrid, mes collègues et moi proposons des visites guidées en tuk-tuk électrique, des visites ludiques mais aussi historiques, une façon originale de visiter la ville. Contactez-moi si vous voulez que je vous parle pendant 1 heure ou 2 de l'histoire de Madrid, un voyage à travers l'histoire tumultueuse de l'Espagne, une histoire faite comme celle du tuk-tuk, d'échanges, d'influence, d'appropriation et de circulation. Et dans les semaines qui viennent, je vous proposerai quelques extraits en vidéo des visites que je propose à Madrid. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, merci de la liker, de la commenter, de la partager, et je vous retrouve bientôt pour un autre sujet. Hasta luego.